Bonjour et bienvenue sur CMG Raconte, le podcast diffusé par CMG Consulting Group. Après le succès rencontré par notre premier épisode sur le Smart Building, nous voilà de retour pour échanger à nouveau sur ce sujet passionnant en s'intéressant plus particulièrement à la consommation énergétique. Avec la mise en place du décret tertiaire, les immeubles doivent trouver des solutions durables pour accompagner leur transition et réaliser leurs objectifs. Comment le machine learning accompagne l'industrie immobilière à réduire son impact environnemental ? Pour répondre à cette question, je suis accompagnée de Rémi Lafargue, associé et responsable de notre pôle immobilier, et Song-Yuk Pang, doctorant en intelligence artificielle et big data. Bonjour Rémi, bonjour Song. Merci de vous prêter à nouveau au jeu du podcast de CMG Raconte. Alors aujourd'hui, on va entamer notre épisode 2 de notre sujet IA et immobilier et surtout aborder tout ce qui est consommation d'énergie. Et c'est vrai que en ce moment, il y a pas mal de nouvelles réglementations, notamment avec le décret tertiaire qui a été mis en place. Est-ce que Rémi, tu peux peut-être nous en dire plus à ce sujet ? Ah oui, bonjour Julia, oui, un plaisir de se retrouver autour de ces beaux sujets. Oui, le décret tertiaire, c'est quelque chose qui c'est arrivé assez récemment, c'est depuis 2017 a été publié le décret tertiaire. L'objectif du décret tertiaire, en quelques mots, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, vient de la loi Elan. L'objectif était d'entraîner les bâtiments tertiaires vers une réduction d'énergie assez rapide et d'accélérer la transformation des bâtiments et la gestion et la transition énergétique de l'immobilier, qui est un des secteurs qui consomme le plus d'énergie, de les transformer, d'avoir un cadre via une loi pour acter des réductions d'énergie. Donc c'est tous les bâtiments qui sont supérieurs à 1000 m² qui vont devoir s'engager à réduire leur consommation d'énergie et vont déclarer justement leur consommation d'énergie avec des objectifs de réduction 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050, avec des années de référence qui seront les années actuelles. Donc tout ça va être déclaré, donc c'est vraiment un projet ambitieux, et derrière ça, c'est comment je vais faire des réductions, je vais réduire mon énergie, et par quels moyens. Est-ce que ça sera de l'investissement ? On va en rediscuter en faisant des gros travaux, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Et justement, c'est ces solutions-là qu'on peut réfléchir. Dans notre sujet aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à réduire l'énergie ? Oui, c'est ça en fait, c'est vraiment comment l'intelligence artificielle va rentrer en jeu dans ce décret tertiaire. Et du coup, c'est là que tu peux prendre la parole, Song. Oui, bonjour, déjà bonjour à tous, aussi plaisir partagé d'être en ce moment avec vous. Pour compléter ce que dit Rémi, effectivement, je pense que c'est aussi une tendance globale, mondiale même, je dirais, d'essayer de réduire cette consommation d'énergie. J'avais aussi des chiffres de l'ONU qui prévoyaient de réduire de moitié l'émission de CO2 des bâtiments d'ici 2030. Voilà. Je ferme la parenthèse. Pour reprendre la question, Julia, sur tout ce qui est intelligence artificielle ou toutes ces méthodes, on va dire, un peu innovantes aujourd'hui, oui, alors on va essayer de plus en plus détecter, de prédire toute cette consommation d'énergie pour essayer d'optimiser finalement cette utilisation-là dans les bâtiments, alors surtout tertiaires aujourd'hui, mais j'imagine que ça peut être aussi globalement pour d'autres bâtiments. Alors du coup, est-ce que Rémi, toi, t'as pas un exemple de bâtiment qui est déjà dans cette démarche de consommation d'énergie réduite par rapport au décret tertiaire et qui peut-être utilise l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, il y a de ce décret tertiaire, en effet, les professionnels de l'immobilier cherchent à comment satisfaire ces besoins. Avant de parler de bâtiments, la question c'est à se poser, c'est est-ce que comment on peut réduire nos énergies. Aujourd'hui, on peut passer par des travaux, c'est-à-dire
changer l'isolation, travailler sur la partie extérieure, sur la partie fenêtre, etc. etc. Mais ces travaux qui demandent énormément d'investissement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'utiliser, de réduire nos consommations d'énergie? Et un des aspects qui est en train de ressortir aujourd'hui, c'est l'utilisation de la donnée. On sait qu'aujourd'hui, on est en train de s'équiper de différents capteurs. On en avait parlé un petit peu à notre premier podcast. Et ces capteurs produisent de l'énergie. Les sociétés d'énergie ont également toute la donnée de consommation et savent comment on consomme. Donc en fait, en récupérant toutes ces données, on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai travail sur analyser cette donnée, comment je consomme, qu'est-ce qui consomme, et en utilisant du coup les capteurs de présence, en utilisant tout le flux de personnes, on arrive à dire, déjà à savoir est-ce qu'on éclaire bien, est-ce qu'on chauffe bien, est-ce que la climatisation n'est pas trop forte. Et en fin de compte, on identifie les zones où il va y avoir des problèmes, des dysfonctionnements ou des améliorations possibles. Et du coup, on va pouvoir, en analysant cette donnée, apporter déjà à un instant T et très rapidement des réponses en disant voilà, cette partie-là, il y a une surconsommation, la lumière est tout le temps allumée alors qu'il n'y a jamais personne, etc. Donc c'est vraiment les points, c'est déjà les premiers points. L'analyse de la donnée permet de se dire, ok, de comprendre mieux notre consommation. Et c'est vraiment le point de départ. Ça, c'est vraiment le point d'entrée sur comment je vais gérer ma consommation d'énergie dans un bâtiment. Et ça, Songyuk, comment ça se traduit au niveau des données? Quel type de données on attend pour pouvoir avoir ce type de travail? Oui, pour compléter ce qu'a dit aussi encore une fois Rémi, c'est qu'aujourd'hui on a aussi beaucoup de capteurs, on a aussi des smartphones, des utilisateurs. Donc toutes ces données-là, on peut les récolter, on peut les stocker. Et tout le challenge, on va dire technique, va être dans l'analyse de ces données-là. L'analyse, mais aussi l'analyse qui fait par suite projection, prédiction. Et tout l'enjeu en fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle donc l'IA, ou moi j'appelle ça encore une fois plus machine learning, des méthodes statistiques, ça va être de prédire un peu en fonction des comportements, en fonction des présences des personnes, des occupations de ces bâtiments-là, l'utilisation de ces énergies-là. Et c'est ça qui était, je pense, véritablement une valeur ajoutée de ces techniques d'IA, c'est d'essayer de se rendre compte, de réellement partir de cette hypothèse que en fait, l'utilisation de la consommation part du principe de présence, du confort de la personne qui est à l'intérieur, mais aussi de ces activités à l'intérieur du bâtiment. À partir de là, on a réfléchi des modélisations, des algorithmes qui vont essayer d'optimiser la consommation d'énergie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas uniquement sur de la consommation d'énergie, ça nous permet aussi de veiller au bien-être des collaborateurs en interne dans un bâtiment, par exemple. Oui, c'est en effet, en fait, l'idée, elle est, ok, je vais chercher à économiser l'énergie, ça on l'a compris, mais derrière, là, on va aussi travailler sur la qualité de l'air, puisque il y a aussi tous les flux de climatique, donc on va pouvoir travailler sur cette qualité, puisqu'on va avoir mesuré, on va dire, la population qui est arrivée, donc on va pouvoir travailler sur le renouvellement de l'air. On peut aussi travailler sur le chauffage, avoir une salle de réunion, quand on a une salle de réunion chauffée, et donner vraiment du confort, un meilleur confort aux utilisateurs grâce à ces technologies, et ce confort sans surcoût au final. C'est-à-dire qu'on parle d'économie, mais en effet, ce qui est important, et il y a un vrai intérêt, c'est que au-delà de réduire l'impact énergétique, on a aussi forcément derrière une réduction de coûts qui est importante. C'est-à-dire que l'économie d'énergie égale économie et gain. Alors, si on se place côté bailleur, en effet, le bailleur refacturant ses charges, on pourrait se dire il n'a aucun intérêt à réduire les coûts d'électricité, les coûts de maintenance, puisque c'est 100% refacturé au locataire. Mais derrière, dans sa revalorisation de son immeuble, il y a un vrai intérêt en disant voilà, j'ai un actif qui est, on va dire entre guillemets, un green building, puisqu'il produit moins d'énergie, donc du coup revaloriser cette réduction d'énergie. Et en plus, au-delà de ça, derrière, en effet, il y a un locataire, mais un locataire qui va être aussi satisfait et du coup un taux d'occupation des locaux qui va être
bien meilleur que s'ils n'avaient rien fait. Et on sait que de plus en plus, les politiques RSE des entreprises, en plus, mettent vraiment un fort accent aujourd'hui sur ces aspects de respect de l'environnement. Et donc, du coup, la diminution de la consommation énergétique rentre, pour le locataire entreprise, rentre dans sa philosophie. Et donc, un bailleur va capter plus facilement un locataire parce qu'il a lancé, il a mis les éléments nécessaires pour mesurer, comprendre et derrière optimiser. Oui, c'est ça, en fait, ça devient presque un argument de vente et de location que d'avoir ce type d'immeuble, en fait, ce type de domotique, toutes ces fonctionnalités-là qui rendent l'immeuble attractif. Donc finalement, le bailleur a un grand intérêt aussi à mettre en place ce type, au-delà de la contrainte réglementaire qu'on parlait tout à l'heure, du décret tertiaire, qui est du coup, le bailleur est contraint, mais il a tout intérêt à chercher, dans un premier temps, à comprendre sa consommation et à l'optimiser. Avant de songer travaux, rénovation. C'est-à-dire que je pense que... Parce que la rénovation, au-delà du coût financier, ça a aussi un impact environnemental, parce que qui dit rénovation, on dit destruction, et donc il y a tout un pan... quand on casse des cloisons, elles ne sont pas forcément recyclables, donc il y a tout cet aspect-là qui rentre en considération dans ces aspects, on va dire, environnementaux. Et donc du coup, cette démarche, elle doit être complètement globale. Et avant de tout casser, il y a l'idée, elle est comment optimiser nos process. Alors, en effet, il y a des nouvelles constructions, et les nouvelles constructions, elles partent dans ce sens-là. C'est-à-dire que il y a plein d'exemples en ce moment de livraisons passées qui ont été primées. Je pense notamment au 87 Richelieu, développé par Altarea, qui a tous les niveaux d'excellence en termes de labels HQE, BREEAM, donc qui sont des labels professionnels et qui existent depuis plusieurs années, sur des labels de certification haute qualité environnementale. Et du coup, aujourd'hui, les rénovations, quand on rénove un bâtiment, c'est vrai qu'on le réfléchit aujourd'hui avec des matériaux, on va dire, innovants, et également des procédés innovants de mesure d'impact et d'anticipation aussi des consommations. Oui, c'est aussi là qu'intervient le big data, son lieu, que c'est de l'anticipation finalement. C'est ça, l'anticipation, tout à fait, mais aussi je reviens dans la réflexion un peu de Rémi, qui est dans la globalité des choses, hein, dans les articles, les travaux de recherche que j'ai pu voir. L'idée, c'est vraiment effectivement de comprendre dans la globalité de la vie du bâtiment, en fait, de croiser ça avec justement la consommation d'énergie. C'est-à-dire, j'ai vu des directions de recherche qui prévoyaient de regarder le cycle de vie d'un bâtiment, donc en fonction des occupants, est-ce qu'il y a eu des déménagements, est-ce que ce sont des familles, est-ce que ce sont des appartements studios, enfin, en fonction de ça, voilà, on a tout un tas de cycles de vie aussi qu'on essaie d'intégrer, on va dire, en tout cas dans l'aspect data, dans l'aspect technique, hein, dans les statistiques, pour essayer d'optimiser encore une fois la consommation d'énergie et le confort. Donc voilà, je pense que c'est aussi encore une fois dans la globalité qu'on doit réfléchir pour améliorer dans toute cette démarche. Pour donner aussi quand même quelques chiffres, ça donne l'idée un petit peu, c'est-à-dire que sur l'utilisation des consommations et tout en garantissant le confort, on a réussi par exemple à utiliser 28% de temps en moins des équipements de chauffage et de climatisation, tout en gardant la même confort. Pareil, si je reprends aux énergies qui nous avaient présenté leur solution, ils présentent 25% de réduction d'énergie en moyenne dans leur innovation. Ah oui, d'accord, ça fait quand même des sacrés coups en moins finalement, mais ça fait aussi un impact quand même assez considérable sur l'écologie. L'un des impacts les plus importants dans la consommation d'énergie et dans le rejet de CO2, l'activité immobilière fait partie d'une des activités les plus productives, que ce soit de la construction à la consommation des bâtiments et également au recyclage des bâtiments. Donc en fait, c'est un des secteurs les plus polluants, alors qu'ils ne sont pas visibles en tant que tels, comme l'activité pétrolière, mais c'est un secteur assez ancré, mais c'est un secteur qui a une démarche
Et depuis un bon moment, hein, je parlais tout à l'heure de différents labels. Il y a des labels environnementaux qui existent depuis les années 1990. Le label BREEAM, qui est un gros référentiel qui, depuis 10 ans, a catégorisé les problématiques environnementales des immeubles pour donner une notation de chaque immeuble en fonction de la gestion de l'immeuble, du bien-être, de la santé des personnes, des problématiques énergétiques, des problématiques de transport, de tout ce qui est la gestion des déchets, tout ce qui est les problématiques écologiques, de pollution, d'innovation. Et en fin de compte, il y a une classification qui se fait depuis les années 90, comme je le dis. Donc même si les bâtiments produisent et produisaient beaucoup de CO2 dans leur globalité, il y a quand même un objectif de décarboniser l'industrie et qui passe aujourd'hui par la nouvelle technologie. Dans les années 90, il n'y avait pas tous ces aspects-là. On était quand même dans comment améliorer l'impact environnemental de nos bâtiments. Et aujourd'hui, en fin de compte, on se rend compte qu'on va pouvoir utiliser des nouvelles technologies, comme nous le dit Song, pour accélérer encore plus, on va dire, la transformation de l'immobilier. Juste pour donner aussi un chiffre, je crois que le domaine du bâtiment, c'est quand même le 3e émetteur des gaz à effet de serre en France, avec 18% c'est ça, après le transport et l'agriculture. Ça revient à ce que je disais, c'est vrai qu'en fait on ne l'imagine pas comme ça, mais c'est le bâtiment est source, mais derrière il y a quand même, en fait il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup de levées d'action qui sont possibles, et voilà, la nouvelle technologie en est quoi. D'où l'urgence finalement du décret tertiaire et de réglementer tout ça pour que ça ne soit pas que les nouveaux bâtiments qui réduisent leur consommation d'énergie. Mais du coup, est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans n'importe quel bâtiment, ou est-ce qu'il faut que ce bâtiment soit absolument quand même un minimum récent ? Alors, je pense que la question revient à dire est-ce qu'on arrive à avoir de la donnée. Enfin, si on se concentre sur des méthodes dites data et d'IA aujourd'hui, je parle d'IA, machine learning, l'idée, ouais, voilà, c'est la question principale, c'est de savoir est-ce qu'on a la donnée. Et pour cela, c'est même les anciens bâtiments, on peut toujours réfléchir à comment capturer ces données-là, mais comme je disais précédemment, ça peut être un capteur, ça peut être un capteur qu'on ajoute sur un climatiseur ou sur tout ce qui est sur tout ce qui est air, conditionnement d'air. Et voilà, l'idée, ça sera de récolter ces données-là. Mais je pense que tu me confieras, Rémi, il est plus simple de mettre ces capteurs-là que de tout rénover les anciens bâtiments. Oui, non, mais bien sûr. Aujourd'hui, je pense qu'avant de tout rénover, il y a énormément à faire avec les capteurs. Et en effet, on parle, un terme qui vient souvent, hein, l'Internet des objets, l'IoT, qui est vraiment tout l'ensemble des capteurs que l'on peut connecter à n'importe quel objet, n'importe quel élément électronique. Dis-moi si je me trompe, Song, mais et tous ces capteurs en fait vont être vont produire la donnée. À partir du moment de la donnée, Song est capable d'aller la travailler et en ressortir des choses. Mais aujourd'hui, on produit de la donnée avec nos smartphones, mais même quand on est dans les immeubles, hein, on a la donnée des smartphones, on a la donnée qu'on va être capable d'aller connecter à n'importe quel interrupteur, à n'importe quel tableau électrique, et on va récupérer de la donnée, hein, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, avec la mise à place des nouveaux compteurs d'EDF, la Linky, qui produit aussi de la donnée, donc en fait, on sait qu'on rentre dans cette ère-là de production de la donnée. Ça fait vraiment qu'on y est, je pense, et c'est vraiment le point de base. On l'a en fait, et même si c'est comme tu me poses la question, un vieux bâtiment, ça dépend à quel état il est, mais si c'est un bâtiment qui est en état qui n'est pas, on va dire, un trou, une passoire, à partir du moment où on va récolter la donnée et la traiter et voir que dans telle salle on la chauffe tous les jours alors que les gens n'y arrivent qu'à 11 heures, du coup on va pouvoir mettre en place, avant de la rendre intelligente, en disant ça sert à rien de commencer le chauffage, on met en sorte qu'on l'allume à 10 heures et qu'on l'éteint à 17 heures, parce qu'avant il n'y a jamais personne, et on se rend compte qu'il n'y a jamais personne.
Et justement, même si, voilà, on a parlé des capteurs, mais même si dans le cas où même les capteurs peut être un défi difficile, il y a aussi des travaux de recherche qui sont posés sur prendre que les données du smartphone. Bon, smartphone quand même, je pense qu'aujourd'hui on en a tous un. Donc la collecte de ces données, se concentrer que sur le smartphone et utiliser ces données-là pour en fait, en quelque sorte, modéliser l'activité d'un bâtiment. On peut donc en fait, même dans un vieux bâtiment et qu'on n'a pas forcément envie de mettre des capteurs, utiliser les données du smartphone pour essayer d'optimiser encore une fois tous nos consommations et nos conforts. Donc le décret tertiaire existe, les gestionnaires d'actifs doivent le mettre en place. Comment prouver? Qu'est-ce que demande en fait l'État sur ce type de mise en place? Comme je l'ai dit, le décret, donc la loi impose une réduction d'énergie, donc avec différents pourcentages, 40% d'ici 2030. Premièrement, à partir de 2021 et 2022, il y a eu un petit rallongement, les propriétaires d'immeubles de plus de 1000 m² vont devoir déclarer leur consommation d'énergie sur une plateforme qui s'appellera la plateforme Opéra, une plateforme gérée par l'ADEME. On va déclarer sur cette plateforme, en gros, nos données de consommation énergétique via un transfert numérique, donc c'est vraiment un truc qui est sécurisé, numérique. Donc on déclare ça en 2021 et on va déclarer ça après en 2030, en 2040. Et donc du coup, on devra faire valider comme quoi on a bien réduit nos consommations de 40% en 2030. Si c'est pas fait, eh bien, en face de ça, il y a des sanctions qui sont prévues par le décret tertiaire, qui montent à 7 500 € pour des personnes morales si elles n'ont pas respecté, si elles ne sont pas conformes aux obligations du décret tertiaire. Et alors du coup, est-ce qu'on imagine une sorte de notation derrière? Parce que chaque immeuble a sa propre consommation, et donc en baissant de 40% sa consommation d'ici 2030, on se doute bien que tous les immeubles n'auront pas de toute manière la même consommation. Certains seront meilleurs élèves que d'autres, quoi qu'il arrive. Et du coup, est-ce qu'il y aura un système de notation pour savoir quels sont dans le haut du panier, lesquels sont dans le bas du panier? Est-ce qu'il y aura ce système-là? Alors, je ne sais pas sur un système de notation, c'est possible, mais en tout état de cause, aujourd'hui, on va dire les développeurs immobiliers font la publicité de leur démarche environnementale, déjà vu via les certifications que j'ai parlé tout à l'heure, HQE, BREEAM, et en fait il y a différents niveaux de notation, et en fin de compte, on va dire mon immeuble, il est niveau exceptionnel HQE, niveau excellent BREEAM, et puis il y a plein d'autres labels sur la haute performance énergétique de l'immeuble, il y a plusieurs labels qui du coup permettent de se dire mon immeuble a une démarche environnementale forte dans son exploitation via ces labels, et du coup ces labels c'est une notation, on est audité sur différents points techniques, donc il y a tout un cahier des charges à respecter, et si on respecte ce cahier des charges, on a une notation. Donc en fin de compte, le décret tertiaire c'est un aspect déclaratif et qui rend obligatoire la démarche, on va dire, pour les petits opérateurs, mais quand aujourd'hui on est sur un immeuble, quand on rénove un immeuble, on va aussi chercher, parce que c'est pour trouver un locataire, c'est quand même, quand on cherche un locataire, qu'on dit qu'on est niveau exceptionnel HQE, le locataire sait que on a mis des démarches, que le bailleur a mis des démarches pour réduire sa consommation d'énergie, mais aussi pour respecter d'autres alors là, HQE, c'est pas que l'énergie, on est vraiment sur la qualité environnementale de l'immeuble, et du coup ces certifications elles donnent vraiment un certain poids quant à trouver un locataire qui va vouloir rentrer dans ces démarches là. Et aujourd'hui toutes les entreprises communiquent sur leur RSE, et du coup être dans un immeuble respectant, ayant une haute qualité environnementale, rentre dans ce processus-là. Donc du coup, oui, je ne sais pas s'il y aura des notations, mais en tout état de cause, les bons élèves vont communiquer. Et rien que ça fait que ça va pousser vers le haut.
Et alors, Songyuk, si on doit imaginer l'immeuble du futur sans consommation énergétique, comment on l'imagine cet immeuble-là ? Vaste question. Alors, moi, je vois on va dire, l'immeuble du futur proche. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je peux pas aller plus loin que ça. C'est quand même, on aurait beaucoup d'outils, on va dire, d'aide à la décision qui vont être très accessibles pour les utilisateurs d'un bâtiment. Typiquement, je pense qu'on aura de plus en plus d'applications sur un smartphone ou même sur un ordinateur en fait, où en fait on nous proposerait des actions à mener pour réduire la consommation d'énergie, pour être un peu plus confort. Typiquement, au vu de l'ensoleillement d'aujourd'hui, vous devrez baisser le store à ce niveau-là. D'autant plus que baisser le store à ce niveau-là, ça réduirait aussi la consommation de votre climatiseur. Enfin, voilà, toutes ces décisions-là je pense qu'il ne faut pas imposer ces décisions-là ou ces actions à l'utilisateur ou les personnes qui sont à l'intérieur. Parce qu'il vaut mieux laisser en tout cas le choix à la personne qui est à l'intérieur du bâtiment pour qu'il se sente bien et pour qu'il se rende compte en fait aussi de son action écologique dans son bâtiment même. Oui, en fait, finalement, on aurait un peu ce qu'on a déjà aujourd'hui sur l'activité physique avec les montres connectées qui sonnent quand ça fait, 10 heures qu'on n'a pas fait d'activité, levez-vous, faites 5 pas. Et là, on aurait attention, vous consommez trop de chauffage, si vous ouvrez votre fenêtre, sachez qu'il fait le même temps dehors, quoi, par exemple. Ça serait ce type de... Et laisser du coup le choix à l'utilisateur de oui ou non baisser sa consommation d'énergie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi ça qui... Comment dire, toute la technologie, il faut qu'elle soit aussi intégrée en fait à l'utilisateur, aussi à son contexte, à son environnement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important comme je disais précédemment, dans la modélisation, de réfléchir aussi dans tout l'aspect global du cycle de vie d'un bâtiment, des activités qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment, parce que ça peut dépendre aussi bien d'un bureau ou d'un bâtiment résidentiel. Donc intégrer tout ça, mais aussi, oui, effectivement, intégrer, on va dire, l'action humaine pour qu'il garde quand même contrôle de son bâtiment finalement. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, certains développeurs, alors pas en France, mais qui ont parlé du bâtiment 100% autonome en carbone qui s'autogère en quelque sorte grâce à toute la donnée et tous les capteurs que l'on a. Et c'est intéressant de se dire que, en fin de compte, l'intelligence artificielle et rendre un immeuble intelligent, c'est aussi de donner la possibilité aux utilisateurs de s'approprier le bien et de pouvoir gérer de manière beaucoup plus simple son utilisation et aussi sa consommation d'énergie. Et c'est redescendre à l'utilisateur. Alors certes, on fait des actions sur l'immeuble, mais je trouve ça très intéressant. Voilà, c'est vrai que le smart building, on en parle beaucoup parce que c'est l'immeuble intelligent, mais l'immeuble intelligent, est-ce qu'il est intelligent tout seul ou est-ce qu'il est au service des autres ? Et je trouvais intéressant de se dire qu'on est quand même au service de l'utilisateur. Et le smart building est avant tout au service de l'utilisateur et de l'environnement, puisque tout va aller dans un seul sens et que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'action de l'homme, elle est là pour l'aider à avoir des meilleures actions. Et ton exemple de la montre qui bip quand t'as pas marché, en fin de compte, ça serait ça aussi. L'intelligence artificielle peut rentrer là-dedans plutôt que de se dire j'ai un immeuble qui se gère tout seul et qui fait tout seul. Et je pense que l'idée, elle est intéressante de donner ce côté humain à l'immeuble et aussi à l'intelligence artificielle. Et écoutez, en tout cas, je vous remercie pour cet échange à nouveau hyper intéressant. Merci Rémi et merci Song. Merci Julia. Merci Julia. C'était CMG Raconte, merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de CMG Raconte.